Donc, ma présentation d'aujourd'hui est intitulée Cadre mathématique pour l'optimisation des hyperparamètres en intelligence artificielle. Je commence avec un peu de contexte. Donc, ici, le but, c'est de maximiser la performance d'un modèle intelligent. Okay. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il faut déterminer une bonne architecture et de bons paramètres contrôlant l'apprentissage. En d'autres mots, il faut déterminer les bons hyperparamètres. Conceptuellement, à quoi ça consiste, les hyperparamètres? Eh bien, c'est que a priori, il y a plusieurs types de modèles pour différentes tâches d'intelligence artificielle. Par exemple, classification, prédiction. On choisit le type de modèle approprié pour la tâche. Et après ça, il faut spécifier davantage le modèle avec les hyperparamètres, c'est-à-dire lui donner une architecture spécifique, certains paramètres pré-apprentissage comme l'optimiseur, et etc. Donc, conceptuellement, c'est ça les hyperparamètres. Quelques difficultés par rapport à ça. Il y a énormément de combinaisons possibles. Un entraînement, c'est très coûteux en ressources et temps. Et les hyperparamètres ne sont pas nécessairement généralisables entre les modèles. Ça veut dire que si j'ai des bons hyperparamètres pour un modèle A, c'est pas nécessairement les bons pour le modèle B que je tente d'optimiser. Ça peut être une bonne base, mais c'est pas nécessairement les bons. Et maintenant, mes objectifs de présentation. Donc, l'entraînement des modèles en AI, eh bien, la réalité, c'est que ça va être une cause importante de l'augmentation des CO2. Ça demande beaucoup d'électricité, okay, avec les centres de données et tout ça. Donc, ce qui m'amène à poser un objectif global, c'est développer et utiliser des méthodes efficaces et robustes de l'optimisation mathématique. Okay, ça, c'est un objectif assez global. Pour aujourd'hui, je vais me limiter à vous présenter un système de notation qui facilite l'application et le développement de telles méthodes. Et pour le bien de la présentation, je vais illustrer ce système de notation-là avec un petit exemple. Donc, voici le plan de la présentation. Et j'y vais avec l'optimisation des hyperparamètres. Donc, comme que j'ai mentionné au début, un hyperparamètre, c'est un paramètre qui détermine l'architecture ou contrôle le processus d'apprentissage. J'ai fini un vecteur d'entrée. C'est un vecteur d'hyperparamètres, tout simplement. J'ai mes hyperparamètres, je les mets dans un vecteur X. J'ai fini une fonction score, tout simplement. Puis ça, c'est dans le fond la performance du modèle pour le vecteur d'hyperparamètres donné. Donc, une évaluation de ma fonction, à quoi ça consiste? Je prends un vecteur d'hyperparamètres, je l'envoie. J'ai une architecture du modèle qui est construite, il y a un entraînement qui est effectué, qui est coûteux, il y a de la validation, il y a du test, et après ça, lorsqu'un modèle est bien entraîné, là, on peut tester sa performance. Okay. Donc, une évaluation, c'est coûteux, c'est long. Pour aujourd'hui, je vais faire de l'abstraction. Parce que moi, mon but, c'est pas de déterminer, c'est pas d'optimiser les rouages à l'interne du modèle. C'est de dire, OK, j'ai un type de modèle donné, et là, je veux l'optimiser. Okay? Fait que, pour moi, c'est de l'optimisation boîte noire. Donc, j'ai un problème d'optimisation, un peu de terminologie. Là. J'ai un problème d'optimisation, je vais déterminer un vecteur d'hyperparamètres, maximisant la performance. J'ai un problème mixte, okay, parce que j'ai des hyperparamètres qui sont continus, discrets entiers, discrets qualitatifs. Et j'ai une fonction de type boîte noire et non analytique, est issue d'un processus informatique complexe, un entraînement, etc. J'ai pas de dérivés accessibles, donc je peux pas utiliser des méthodes traditionnelles de l'optimisation. Chaque évaluation est très coûteuse parce que là, une évaluation, c'est je prends un vecteur d'hyperparamètres, je l'envoie, je construis un modèle, je l'entraîne et après ça, je le teste. Mais ça, on va le faire répéter plusieurs fois parce qu'on veut tester plusieurs vecteurs d'hyperparamètres. Donc, c'est nécessaire d'avoir des méthodes efficaces parce que sinon, on va finir par entraîner plusieurs fois le même modèle pour différents vecteurs d'hyperparamètres. Et la performance d'un modèle, elle peut être grandement affectée par l'entrée, le vecteur d'hyperparamètres. OK. Là, je prends un problème très, très simple. Okay? Je mets quelques hyperparamètres. Le nombre de couches cachées, le nombre d'unités dans les couches cachées. Ça, c'est mes hyperparamètres d'architecture. Je mets la fonction d'activation et un optimiseur. Bon. Optimiseur, j'en prends un. L'ASGD, il est bien connu. Là, on voit qu'on a un problème mixte, comme que je dis. On voit entier, de variables de catégorie, continu. Je propose un autre optimiseur. OK. Le Adam qui est l'ASGD. Là, on voit quelque chose d'assez important. Dépendamment de quel optimiseur je prends, j'ai pas les mêmes hyperparamètres dans mon problème. Vous voyez, c'est pas toutes les mêmes. Ici, j'ai running average. Ici, j'ai power update. Fait que c'est quand même impressionnant que, en soi, le choix de l'optimiseur va venir affecter quel hyperparamètre est dans mon problème d'optimisation. Ça, c'est important à considérer. Ensuite, l'autre considération que je veux souligner, c'est le nombre de couches cachées va affecter le nombre d'hyperparamètres. Parce que si j'ai une seule couche, là, maintenant, j'ai un hyperparamètre qui est lié à déterminer le nombre d'unités dans cette couche-là. Puis si j'en ai deux couches cachées, là, je dois déterminer le nombre d'unités pour la première et pour la deuxième. Là, c'est 4 partout, mais tu sais, ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 40. Tu sais, on ne sait pas, là.
Donc, deux considérations importantes, ce qui m'amène au système de notation. Je reviens sur quelques points que j'ai mentionnés. Certains hyperparamètres modifient la dimension du problème. Par exemple, le nombre de couches cachées. Il y en a d'autres qui ne modifient pas la dimension, mais que si je choisis un hyperparamètre, il y a des hyperparamètres qui sont rattachés à cet hyperparamètre-là et ça ne va pas nécessairement être les mêmes, comme l'optimiseur. Il y a des variables qualitatives. Là, j'ai juste mis la fonction d'activation. Puis ça, c'est des variables qui sont appelées de manière commune des variables de catégorie. Ils sont difficiles à optimiser. Ils appartiennent à des ensembles non structurés. La notion de distance, elle est floue. C'est pas toujours bien ordonné, tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il existe des méthodes d'optimisation boîte noire qui nous permettent d'optimiser des problèmes entiers continus, et ça de manière simultanée. Fait que là, par exemple, à Polytechnique, il y a l'algo MADS qui est développé. Sinon, il y a l'optimisation bayésienne qui est assez populaire. Ça nous permet d'optimiser ces sous-problèmes. Donc maintenant, je veux classer les variables, parce que là, on a vu, il y en a de plusieurs types. Première question, est-ce que la variable affecte la dimension du problème? Si oui, je considère que c'est une méta-variable. Là, petite parenthèse, c'est une coïncidence avec le changement de nom Facebook vers Meta. Bon, en tout cas, c'est ça, petite parenthèse de même. Si c'est pas le cas, je pose la deuxième question. Est-ce que la variable détermine d'autres variables? Par exemple, comme l'optimiseur. Si oui, je considère que c'est une méta-variable. Sinon, je me pose la question, est-ce que c'est une variable continue? Si oui, là, on est content. C'est un type de variable qu'on sait bien optimiser. Sinon, eh bien, la variable, elle est discrète. Là, je sépare les variables discrètes en deux grandes familles, les variables qualitatives et les variables quantitatives. Ceux qui sont quantitatives, c'est les variables entières. Ça, on est content parce que c'est des variables qu'on sait bien optimiser. Et les variables qualitatives, elles sont plus compliquées. C'est les variables de catégorie que j'ai discuté justement. Ce qui m'amène à définir un point. Un point, c'est quoi? C'est un vecteur d'entrée. Il est partitionné en trois composantes. Il y a la métacomposante, qui est les variables qui affectent la dimension, variables qui déterminent d'autres variables. J'ai une composante de catégorie qui contient les variables discrètes qualitatives qui sont plus difficiles à optimiser. Et j'ai une composante entière continue qui contient les variables que nous savons optimiser. Je reviens à mon problème simple du fully connected, du modèle simple. Je définis des ensembles d'appartenance assez petits, juste pour avoir un modèle simple. Là, on voit couches cachées et fonctions d'activation, ils sont de type méta maintenant. Le nombre de couches cachées, je dis, il peut en avoir une ou aucune. Et si j'en ai aucune, ben, j'ai aucun choix qui est lié au nombre d'unités dans aucune couche cachée. Par contre, si j'en ai une, j'ai un hyperparamètre qui est associé au nombre d'unités dans la couche cachée. Là, je mets 1 ou 2 pour ces couches-là. J'ai mis deux optimiseurs au début et je mets de manière compacte qu'ils n'ont pas les mêmes ensembles continus. Je veux construire un ensemble de points maintenant. J'ai bien défini un point, ok, mais c'est quoi tous les points du problème? On va le bâtir en fixant des méta-variables et en fixant les variables de catégorie. Okay. Dans l'exemple, l'optimiseur peut être ASGD ou Adam. Et le nombre de couches, j'ai mis 0 ou 1. OK. Fixons l'optimiseur Adam avec aucune couche cachée. OK. Je le mets ici. Après ça, je veux fixer ma composante qualitative. Ici, j'ai juste la fonction d'activation. Donc, c'est assez simple. Et ensuite, je génère des sous-ensembles entiers continus. Là, dans ce cas-là, j'ai pas de variable discrète, donc c'est juste Adam, comme ça. OK, je continue avec un autre. Maintenant, je prends Adam, encore une fois, mais je rajoute une couche cachée. Pour la fonction d'activation, ça change rien. Parce que là, ici, ma composante qualitative ne dépend pas de la dimension de la métacomposante. Elle n'est pas affectée, en fait, en d'autres mots. Mais en général, ça pourrait être le cas. Et maintenant, on voit que mon ensemble entier continu, il est changé. Pourquoi? Parce que maintenant, je dois déterminer le nombre d'unités dans cette couche cachée additionnelle. Et quand on le fait pour toutes, là, j'ai 4 possibilités, la métacomposante, j'ai genre toutes. J'ai mon ensemble de points qui est écrit de manière générale et compacte. Là, je vois le temps qui file. Je vais passer rapidement ici, mais en gros, les unions ici, là, on peut les visualiser comme ça. L'union métacomposante, il y a une union imbriquée. Puis là, après, ici, ça fait comme ça. Et en gros, ce qu'il faut retenir pour chaque paire de métacomposantes et de composantes qualitatives, je génère un ensemble entier continu. OK? Quelques implications algorithmiques. Là, comme je dis, pour chaque paire, blablabla, on en génère un ensemble entier continu. Ça, on va faire des sous-problèmes là-dessus. Pourquoi? On sait les optimiser efficacement avec certaines garanties et des propriétés de convergence. Donc, on va bâtir notre méthode sur des choses qu'on sait bien faire. La solution du problème, elle va être déterminée à partir de solutions intermédiaires sur les sous-problèmes. Bon, mais là, c'est encore plus compliqué parce qu'on a encore l'exploration des méta-variables et de catégories. Pour le problème de petite taille, on a pu se permettre de faire de l'énumération. OK, mais c'est un problème de petite taille. En général, on ne pourra pas se permettre de faire ça. En général, on va utiliser des méthodes plus d'actualité, plus sophistiquées, comme des topologies artificielles.
Ça veut dire que nous-mêmes, on va définir des voisinages, puis on va les explorer avec diverses évaluations. On va utiliser encore de l'optimisation Bayesian, c'est encore possible, de l'optimisation combinatoire. Bon, je rappelle, moi, mon but, c'est de faciliter l'adaptation de ces méthodes-là. Et avec ce que j'ai mis en vert ici, les sous-primes et les 3 possibilités pour l'exploration métavariable et de catégories, c'est là-dessus qu'on peut sauver beaucoup d'évaluations de la fonction. C'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de fois qu'on doit entraîner notre modèle. C'est là qu'on vient contrer le problème énergétique lié au AI. Là, j'ai parlé que c'est un système de notation. En réalité, c'est plutôt un formalisme. Et j'ai vraiment juste scratch the surface, comme on dit. Écoutez, j'ai pas explicité c'est quoi les dimensions des composantes. Si j'ai un cas plus général avec des contraintes, qu'est-ce que je fais? On n'a pas discuté. J'ai pas formalisé mon sous-problème entier continu et mes solutions intermédiaires. J'ai parlé vraiment rapidement de topologie artificielle, mais comment qu'on fait pour bien générer ces voisinages-là. Et c'est ça. Vraiment plusieurs choses à discuter. Super intéressant. Mais pour aujourd'hui, on se reste là-dessus. Pour aujourd'hui, le recap, ce que je veux que vous reteniez, c'est l'optimisation des hyperparamètres. Pour moi, c'est un problème d'optimisation mixte de type boîte noire. Les sous-problèmes, bon, c'est stratégique d'utiliser des méthodes robustes et efficaces d'optimisation boîte noire sur ces sous-problèmes-là, vu qu'on sait bien les traiter. Et faire attention aux métavariables. Il affecte la dimension. Donc, dépendamment de comment on les fixe, ça va structurer notre problème différemment. Donc, en gros, je veux faciliter l'application et l'adaptation de méthodes d'optimisation pour le problème d'hyperparamètres. Et donc, ça va être ça pour moi pour aujourd'hui. Merci de votre écoute.